Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Pour cette 67e vidéo de mon challenge crypto, je vous propose de parler de Ethereum. Donc on va aller voir tout de suite, comme d'habitude. En première partie, une présentation, ensuite on parle de la technologie, après on parlera de la tokenomique, pour finir les forces et les faiblesses avec potentiellement mon avis, et on terminera sur une analyse graphique assez rapide. Allez, on est parti. Donc du coup, Ethereum, c'est la première blockchain permettant de développement d'applications décentralisées, et ce, grâce à une nouvelle technologie qu'ils ont inventée, c'est-à-dire les smart contracts. Donc ça se situe en deuxième position, c'est le dauphin, le prince, il est en deuxième par la capitalisation, 190 milliards à l'heure où je fais cette vidéo, 6 milliards à peu près changés en 24 heures, donc c'est quand même considérable, bien que par rapport à la capitalisation, ce soit pas si énorme en proportion, et un cours autour de 1550 dollars le token d'Ethereum. Au niveau du coup de la valeur ajoutée, il faut me donner un peu de contexte. Au moment où Ethereum a été pensé, donc en 2013, on a Bitcoin, on a des copies de Bitcoin, des forks de Bitcoin, on a Ripple qui propose quelque chose d'un peu différent mais qui veut travailler avec le système financier, et des copies de Ripple. Donc globalement, on parle que de faire des transactions, on parle que de monnaie en fait. Et en fait, Ethereum va proposer autre chose. Comme je l'ai dit, l'idée c'est de créer en fait une plateforme décentralisée, internationale bien sûr, sécurisée, et en fait sur laquelle il va être possible de faire des constructions, de construire, ouais, vraiment de build des choses, notamment via les programmes dont on a parlé, les smart contracts, qu'on développera un petit peu, et via la création de tokens, tout ça de façon assez facile. Donc ça a été, comme j'ai dit, pensé en 2013, le white paper est paru en 2013, par une équipe assez importante, dont bien évidemment le fondateur et la personne que l'on voit toujours en représentation de TH, qui est Vitalik Buterin. À noter qu'à l'époque, il avait 21 ans, c'est quand même assez incroyable. Et bien évidemment, dans l'équipe, il y avait des fondateurs importants de prochaines blockchains, notamment celle de Cardano et de Polkadot, qui donc du coup ont voulu faire un peu comme Ethereum, mais autrement, avec leur sauce. Et donc, dans les années qui ont suivi, ils ont quitté Ethereum pour faire leur propre Layer 1, qui, rappelons-le, pour le moment, sont toujours derrière Ethereum, en tout cas au niveau de la capitalisation. Donc, en 2014, il y a eu l'ICO, 15 millions de dollars, donc par rapport à ce qu'on peut lever maintenant, c'est vraiment pas grand-chose, mais pour l'époque, c'était dingue, quoi. À savoir que ça se payait uniquement en BTC, l'ICO, et qu'ils ont à l'époque levé 31 500 BTC. Sachez que lors de l'ICO, les tokens valaient en dollars 30 centimes. C'est vraiment très très peu par rapport au cours actuel. Derrière, on a d'ailleurs la fondation Ethereum qui est basée en Suisse. Au niveau du coup de la technologie, donc ce qui est important, c'est que Ethereum, c'est la première blockchain qui est passée d'un consensus de proof of work à un consensus de proof of stake. Et ça, c'était en septembre de cette année. Donc, le proof of work, pour rappel, c'est une mécanique qui a pour but, en fait, d'inciter des gens à faire fonctionner la blockchain et de la sécuriser, donc de limiter les personnes qui sont malveillantes et qui pourraient essayer de la corrompre, de transformer des informations ou qui essaieraient de la contrôler. Donc le proof of work, l'ancienne version, et ce qui est toujours Bitcoin, l'idée c'est qu'en fait on va ajouter des blocs à la chaîne par un travail qui est observable. En fait, on a des ordinateurs qui tournent et on appelle ça en fait le mining parce qu'il y a une opération complexe à résoudre qui du coup nécessite en fait ce travail, qui nécessite un effort, et donc on fait tourner des machines, et c'est celle qui va trouver la solution qui va pouvoir valider la transaction. Donc pour modifier en fait un bloc, pour faire avoir une action de contrôle potentiellement malveillante, il faut être capable de contrôler au moins 51% de la puissance de calcul du réseau, ce qui est quasiment impossible en termes de coût énergétique, de coût du réseau. L'idée, c'est du coup que le premier mineur à résoudre le problème va récupérer la récompense. Donc il y a un seul gagnant parmi tous ceux qui ont fait du coup la compétition. Le proof of stake est différent, il n'y a pas besoin en fait de machines de mining, on va plutôt monter des nœuds de stacking, et donc il n'y a pas de compétition basée sur la puissance de calcul, là tout ça n'a plus lieu. À la place en fait, on a ce qu'ils appellent là dans l'exemple un créateur de blocs qui est basé sur la quantité du stake. Donc je m'explique parce que je trouve que c'est pas très très clair. L'idée c'est que on va avoir un nœud de validation dans lequel en fait on va stacker des ethers, donc c'est-à-dire qu'on va accumuler une quantité de tokens.
Donc cette quantité de tokens, on est prêt à la bloquer pendant une période donnée, ce qui est en fait une preuve de notre bonne volonté de vouloir participer à la sécurité du réseau. Et donc, pour ce service qui va permettre en fait de justifier notre bonne foi et notre capacité à faire fonctionner le réseau, on a une rémunération en tokens. Pas évident, c'est beaucoup moins facile à comprendre, je trouve, que le proof of work. Mais l'idée, c'est de la théorie des jeux. Vous allez être récompensé pour tel service. Peu importe en fait le type de service, le truc, c'est qu'il faut juste que le service en question, donc ici le stacking, intéresse suffisamment de gens pour qu'il soit réalisé et qui permette du coup de sécuriser les transactions. Donc voilà globalement ce que je voulais dire sur la transition. Donc Ethereum a choisi de passer du proof of work au proof of stake, ça s'est bien passé, même si pour le moment ça n'a pas eu d'impact. Les autres points, c'est que l'ensemble du code est open source, donc tout le monde a accès à ces données et tout le monde du coup peut voir ce qui se passe sur la blockchain, faire des propositions, voir comment ça se passe au niveau des tokens et des dApps. Et bien évidemment, ça a fait l'objet de beaucoup de copies pour les autres Layer 1. Maintenant, le point qui est important, c'est que ça a été la première blockchain à apporter des smart contracts. Donc il y a une vraie avancée de ce côté-là aussi. Et le smart contract, en fait, c'est tout simplement un programme qui va réaliser automatiquement une interaction entre deux entités. Ça peut être une interaction économique, ça peut être une action technique, selon des règles en fait qui sont fixes et définies et qu'on ne peut pas changer en fait. Et elles ont été acceptées évidemment par les personnes que ça implique. Donc ça peut être par exemple créer une certaine quantité de tokens, les mettre selon certaines conditions. Enfin, bref, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez avec, vous lui dites de faire telle ou telle action. Si toutes les conditions sont validées, l'action sera réalisée. On va donc voir ce qu'est la tokenomique d'Ethereum. Et donc là, eh bien, normalement, point qui ne me plaît pas du tout, c'est que la supply max, il n'y en a pas. Ethereum n'a pas de supply max. Ça veut dire que potentiellement, on peut avoir une infinité de tokens. Donc ça, moi, c'est un point qui, normalement, ne me plaît pas trop. À savoir qu'en proof of stake, c'est globalement nécessaire pour pouvoir, du coup, rémunérer les mineurs, parce qu'il faut créer du token. Moi, j'aime pas trop ça, mais il faut savoir que depuis le passage en proof of stake, il y a eu une grande réduction de cette valeur. Il y en a même qui auraient tendance à dire que Ethereum peut être déflationniste. À voir, on verra comment ça se passe dans le temps. Donc on a une supply totale pour le moment de 122 millions de tokens, hein, mais bon, ça ne nous apporte pas d'informations particulières, juste que l'ensemble de cette supply est en circulation, mais qu'il y a de la création, donc une inflation liée tout simplement au fait qu'il faille rémunérer les personnes qui sécurisent la blockchain via le stacking. Au niveau de la répartition initiale, les investisseurs ont reçu... Alors quand je dis investisseurs, c'est investisseurs et la communauté, hein, donc c'est à la fois les personnes qui ont participé à l'ICO et les personnes qui ont acheter du token plus tard sur les différentes plateformes d'échange, eh bien, tout ça, ça représente 83% des tokens qui ont été émis initialement. Et la team, le projet, ont gardé 16% et demi, donc c'est quand même pas énorme en termes de quantité, mais la valorisation a tellement augmenté que je pense qu'ils sont quand même relativement riches. Au niveau du coup de l'utilité du token, ça reste assez basique, c'est les frais de transaction et du coup les récompenses de stacking et le fait tout simplement de stacker, donc de sécuriser la blockchain. Vous noterez que du coup il n'y a pas la gouvernance parce que la gouvernance est off-chain sur Ethereum. Dans les choses qui sont intéressantes à noter, il y a quand même 300 000 tokens ERC20. Et donc qu'est-ce que c'est les tokens ERC20? C'est tout simplement d'autres tokens, mais qui sont compatibles ou qui sont développés sur Ethereum. Donc il y a énormément de choses qui sont développées sur Ethereum. Au niveau de la TVL, donc la Total Value Lock, le nombre de tokens Ethereum stackés, et je ne parle pas des tokens prêtés par Lido, je parle des vrais, enfin des tokens qui sont stackés du coup sur Ethereum réellement, il y en a 23 millions. Donc c'est quand même considérable, à savoir que ces tokens stackés pourront enfin être unlock dans la prochaine mise à jour qui s'appelle Shanghai et qui est prévue pour ce printemps, autour de mai, autour de mars-avril, mais on s'attend, comme il y a toujours des retards sur Ethereum, à ce que ce soit plus tard, hein. Notez que la mise à jour qui a eu lieu là en septembre, elle était attendue 2 ans et demi avant à la base. Donc on ne sait pas comment ça va se passer, mais du coup laisse poser en fait cette question du est-ce que le cours du token Ethereum va perdre en valeur, va dump, lorsque ces tokens stackés seront sortis et que potentiellement les gens voudront les vendre. C'est une question qui se pose. Maintenant qu'on a parlé de la tokenomique, on va aller sur la fin sur les forces et les faiblesses du projet. Donc déjà évidemment, énorme projet, hein, c'est le deuxième par la capitalisation, une grande confiance de tous les investisseurs et de tous les utilisateurs du réseau. Donc ça compte évidemment énormément. Le fait que ça a été en fait un précurseur dans la création de tout en fait, hein, de tout ce qui fait quasiment le Web3 maintenant, à part les systèmes de paiement, en fait juste un projet incroyable et qui est certainement très difficile à détrôner, voire
presque indétrônable. Dans ce cas, beaucoup ont essayé, pour le moment, ils n'y arrivent pas. Notez qu'il est possible du coup de créer un token très facilement grâce à Ethereum. Donc c'est ce que je vous ai dit, hein, il y en a plus de 300 000 maintenant. Le potentiel de création d'applications est aussi énorme, hein, c'est quasiment sans limite à partir du moment où vous avez les bonnes idées, quelques connaissances techniques, vous pouvez développer des choses, il y en a plein qui se mettent en place, hein, au niveau de la DeFi, etc. Les Layer 2 qui arrivent dessus, hein, donc pour contrer les problématiques d'Ethereum qui sont notamment les frais élevés et les transactions qui sont relativement lentes, hein, voire même franchement lentes, bien que ça évoluera avec le sharding. Pour le moment, les Layer 2 font plus l'affaire, et on notera notamment Polygon qui est particulièrement efficace, très à la mode en ce moment, sur laquelle migrent en fait beaucoup de projets, notamment de projets NFT. Le passage en Proof of Stake, hein, qui a été un succès, on l'a déjà dit, je ne reviens pas dessus, mais qui n'a pas eu d'impact sur le cours. C'est-à-dire le projet a été... tout s'est très bien passé, il n'y a pas eu de bug, il n'y a pas eu de soucis, mais ça n'a pas eu d'impact. Personne s'est dit, oulala, c'est incroyable, on achète, alors que pour le coup, c'est assez incroyable en fait ce qu'ils ont réussi à faire. L'essentiel du monde décentralisé, hein, qui tourne sur Ethereum, hein, donc c'est un incontournable, hein, même si les frais sont chers, etc. Plein de choses se passent dessus, au niveau de la DeFi, au niveau des NFT, du gaming, du metaverse, des logiciels open source. Il a survécu à tous les Ethereum killers, ce qui est quand même très rassurant, hein. On parlait des Solana, on parlait Casper, on parlait de tout en fait, tous les autres, et bah, pour le moment ils sont toujours derrière. Voilà, ça c'est quand même dit, et c'est quand même important. Et enfin, la migration, comme je disais, des projets de Solana vers Polygon, on l'a déjà mentionné. L'évolution qui est relativement lente, ça faut le savoir, hein, dans les points négatifs, les mises à jour d'Ethereum sont quasiment toujours retardées. En tout cas, de ce que j'ai pu observer, de ce que j'ai pu entendre, ça a quasiment toujours été comme ça. Les frais qui sont relativement élevés, voire très élevés dans certains cas. Là, en bear market, ça allait, mais je sais qu'il y a des fois où c'est juste pas possible de payer des transactions de plusieurs dizaines, voire centaines d'euros. C'est extrêmement élevé. Le sharding qui sera en fait probablement dans relativement longtemps, ce qui fait que le nombre de transactions par seconde reste très bas et les coûts vont être élevés pendant encore longtemps. Il y a de nombreux concurrents, hein. C'est vrai que pour l'instant c'est lui qui est devant et personne n'a réussi à le devancer, mais peut-être qu'à un moment ou un autre quelqu'un y arrivera, on verra bien. Une tendance à la centralisation, ça c'est le gros point depuis qu'on est passé en Proof of Stake, c'est que c'est en fait être quelqu'un qui stack est un problème parce qu'il faut énormément d'Ether et ça coûte très cher. Et donc, on a tendance à déléguer en fait cette fonction, ce qui fait que quand on délègue, on donne ses droits de gouvernance et de validation à quelqu'un d'autre. Et du coup, ce quelqu'un d'autre, s'il capte beaucoup de droits comme ça, eh bien, il obtient plus de pouvoir qu'il ne devrait avoir. Et donc, on a une tendance à avoir quelques gros acteurs qui ont l'essentiel du pouvoir sur Ethereum. C'est donc centralisé et c'est quelque chose qui n'est pas appréciable et qui est fortement lié au Proof of Stake. Il travaille dessus, je le sais, mais pour le moment, c'est quelque chose de plutôt inquiétant. Petit warning, mais bon. Donc voilà globalement tout ce que je voulais vous dire sur Ethereum. On va passer à l'analyse graphique. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur Ethereum? Donc, je ne vais pas forcément repartir depuis le tout début, voilà, ça existe depuis très longtemps. On a eu le bull run de 2021, c'est cette zone-là qui nous intéresse. Donc, énorme pump en mai, plus gros pump en novembre, très bien, c'est le genre de choses qu'on veut voir. Puis évidemment, baisse, et donc avec des plus hauts de plus en plus bas, tendance baissière, qu'on est en train potentiellement de contredire. Pour le moment, pas vraiment, hein. Notez que là, les plus hauts d'ici sont toujours un poil plus hauts que ceux d'ici, hein. Donc pour le moment, la tendance baissière, elle n'est pas du tout infirmée, loin de là. Donc à voir. Je vous ai marqué en jaune ici le cours le plus bas de 2022, c'est quand même notable, hein. Donc c'était à 890 approximativement, donc c'est peut-être 870 selon les échangeurs, mais voilà, dans cette zone entre 870 et 900 dollars pour un token, qui a été touché, notez-le, en juin, mi-juin 2022. Donc pas du tout lors du crash de FTX. On est retourné autour des 1100 sur les plus bas de FTX. Et c'est d'ailleurs sur cette zone-là qu'on aimerait acheter, entre 1100 et 1300. Aucune certitude sur le fait qu'on puisse y retourner. On a quitté cette zone il y a 10-12 jours. Et pour le moment, on est plutôt sur la partie haute, entre 1005 et 1007. On verra si on y va ou pas, parce que pour l'instant c'est haut. On s'attend, quand je dis on s'attend, c'est pour, je pense, une bonne partie du marché, à une correction ici, peut-être pour retoucher par exemple les 1004, selon ce que Bitcoin fera, pour espérer repartir vers le haut. Mais la réalité, c'est qu'on n'en sait rien, et c'est que si tout le marché anticipe ça, peut-être que c'est pas ça qui va se passer. Donc on verra bien. Moi, je pense que c'est réaliste d'acheter dans cette zone-là, même maintenant, entre 1005 et 1003.
On aimerait acheter en dessous, c'est pas certain du tout. Vous l'aurez compris, c'est un token sur lequel je suis intéressé et que potentiellement je souhaite accumuler. Notez aussi que si on passe le cap des 2000, on n'a plus vraiment de certitude sur ce qui peut nous arrêter. Alors oui, il y a des anciens crans qui datent de 2021, mais là la chute a été quasi directe, donc on verra bien. Ce que je veux dire, c'est que là on n'a plus forcément de grosses poches de liquidité qui vont nous stopper, donc on verra. Si on passe cette barre des 2000, ça peut être très intéressant et potentiellement bullish. J'ai l'impression que c'est une des premières fois que je dis ça dans une étude, mais c'est quand même ce que j'observe ici. Donc à voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Est-ce qu'on va venir corriger? C'est ce qu'on espère pour pouvoir en acheter un petit peu moins cher qu'il n'est actuellement. Et donc voilà globalement ce que je voulais vous dire sur Ethereum. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.